Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 erreurs fatales que font ceux qui ne progressent pas. Alors, la première erreur cruciale, c'est ceux qui font de grosses coupures, qui, selon les habitudes des anciens coureurs qui roulaient 35-45 000 km par an et qui étaient fatigués, d'accord, et qui faisaient des coupures de 1 ou 2 mois complets, certains ont gardé ça dans leur tête, dans leur état d'esprit. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'hiver, on a tendance à couper, etc. Mais c'est une erreur fatale, parce que si vous coupez plus de 3 semaines, toutes les qualités physiologiques que vous avez acquises pendant toute l'année, vous revenez à zéro, d'accord? Donc une coupure de 1 mois, comme font encore certains pros, mais en faisant des activités à côté, d'accord? Je pense notamment à mon ami Tom Boonen, qui fait de la marche, de la randonnée, de la musculation, des sports collectifs, etc. À la limite, pendant 1 mois, vous ne perdez pas vos bénéfices physiologiques, mais après, il faudra encore du temps pour récupérer l'aspect spécifique du vélo, de rouler, d'accord? Alors, quand il y en a qui font 2 mois de coupure, vous repartez vraiment à zéro, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous ne capitalisez pas vos progrès. C'est une erreur fatale et cruciale, et encore plus de faire une coupure où vous ne faites rien. Si vous faites une coupure de 1 mois, si vous faites une coupure de plus d'1 mois, vous savez que chaque année, vous n'allez pas progresser, d'accord, terminé, c'est tout. Et si vous faites une coupure de 1 mois, continuez des activités physiques légères, allez chercher du ludique, du plaisir, faites du tennis, des sports collectifs, du rugby, du foot, de la natation pour vous détendre un peu, etc. Mais faites régulièrement un petit peu de sport. Ce n'est pas une coupure totale, d'accord? Vous savez que moi, je suis un adepte de faire plutôt des petites coupures de quelques jours, voire 1 semaine, 10 jours grand maximum, mais plusieurs fois dans l'année, à la fin de phase d'entraînement. La deuxième erreur fatale que font ceux qui ne progressent pas, c'est de faire des heures de selle, toujours pareil à l'ancienne, d'accord? À l'époque même des années 80-90, je discutais l'autre jour avec Eric Boyer, d'accord, qui était un grand cycliste des années 90, qui a roulé avec Greg LeMond, Laurent Fignon, etc., qui me disait que c'est vrai qu'à son époque, l'entraînement, c'était de faire des heures de selle, et puis ceux qui étaient bons, roulaient plus que les autres, d'accord, c'est clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous roulez plus qu'un autre, entre 5 000 et 10 000 bornes par an, il y a un écart, d'accord, mais au bout d'un moment, il y a un effet seuil, ça c'est clair. Et puis, surtout, sachez que si vous entraînez toujours de la même manière, vous ne progressez plus. Le corps a un organisme merveilleux qui a un esprit d'adaptation. Si vous entraînez dur, la fois d'après, d'accord, il va dire, tiens, je vais faire un peu de réserve pour que la fois d'après, quand il va s'entraîner, ça sera plus confort pour moi. Et ainsi de suite, vous pouvez monter en charge en respectant des phases de récupération, etc. Si vous entraînez toujours de la même manière, l'organisme s'y habitue, puis se dit, la prochaine fois, je n'ai pas besoin de développer mes qualités physiologiques, biologiques, au niveau cellulaire, etc., pour m'adapter à l'effort. La prochaine fois, si je fais ça, comme maintenant j'ai l'habitude, ça va aller. Et physiologiquement, vous diminuez. Donc ne faites pas la grossière erreur de vous entraîner toujours de la même manière. D'ailleurs, on dit que si on fait 2 entraînements identiques de suite, un des 2 ne sert à rien. Et c'est vrai. Faites 3 ou 4 entraînements par semaine si vous voulez, même que 2, mais alternez vos séances d'entraînement, mais pas toujours de la même manière. Je fais des heures de selle tranquille. Non, un coup la vélocité, un coup la force, un coup du fractionné, un coup de l'endurance tranquille, etc. Un coup des sorties avec les copains. Variez vos entraînements. Mentalement, ça vous aidera aussi à mieux absorber les séances d'entraînement, surtout en période hivernale. La troisième erreur fatale, vous savez que celle-là, elle me tient à cœur, parce que quand on est préparateur mental, on sait l'impact que ça a, c'est de s'entraîner sans objectif précis. D'abord, un objectif à l'année. Bien sûr que tout le monde veut progresser, veut améliorer ses temps, mais faites-le sur une course, choisissez une course précise pour vous entraîner spécifiquement pour cette course. Les progrès que vous ferez pour cette course vous serviront pour d'autres courses, mais votre entraînement sera spécifique, vous pourrez visualiser tout au long de l'année cette course, et croyez-moi, ça fait une différence énorme. Mais ensuite, pour vos séances, c'est la même chose.
Faites des séances avec un thème précis, un objectif précis sur lequel vous allez vous concentrer. Parce qu'une différence entre, bah tiens, je roule avec les copains, je roule comme si je roule comme là, et une séance où vous avez un objectif précis, de travailler votre vélocité, votre force, d'améliorer votre PMA en faisant du 30-30 et de vous concentrer là-dessus, sur le nombre de séries, de tenir jusqu'au bout, etc. Le fait d'être concentré sur un objectif précis augmente l'efficacité et la puissance de chaque séance d'entraînement. Chaque séance d'entraînement, vous faites des gènes différents par rapport à celui qui fait des heures de selle. J'avais un lieutenant-colonel dans l'armée qui me disait, j'ai pas fait l'armée, mais j'ai juste mon service militaire, mais qui me disait, objectif précis, cible atteinte, objectif flou, connerie précise. Je vous invite à y réfléchir. Quatrième erreur fatale que je vois, on voit beaucoup, surtout en ce moment, de ceux qui ne progressent pas, c'est d'empiler les exercices ou les séances d'entraînement qu'ils ont puisés un peu à droite à gauche, sur internet, dans un magazine, auprès d'un copain qui leur a dit ah, bah, tu devrais faire ça. Ils ont entendu à la télé qu'il y a un champion qui faisait telle ou telle séance d'entraînement. Le propre de l'entraînement, c'est deux choses. Le premier, c'est que ce soit planifié. Enchaîner les séances comme ça n'a aucun sens. D'accord ? Ça va juste épuiser votre organisme pour rien. Alors que si c'est dans une programmation, avec des évolutions progressives, que c'est les bonnes séances au bon moment, étalées sur votre saison par rapport à un objectif, au niveau des périodes de récupération, etc., là, c'est très efficace. Donc, le propre de l'entraînement, c'est qu'il est planifié, d'accord, programmé sur l'année, avec un thème précis pour chaque période. La deuxième chose spécifique de l'entraînement, c'est que ce soit adapté à votre niveau, adapté à vos obligations professionnelles, personnelles, etc. Adapté si vous avez eu des blessures, de la fatigue, s'il y a une rééducation, s'il y a une emprise. Donc, d'empiler et d'enchaîner des séances qui ne vous sont pas forcément adaptées, mais juste parce que vous les avez vues à droite à gauche, même si c'est je ne sais pas, la marmotte en 7 heures, ou en 10 heures, ou en 4 heures, etc. Vous disiez à peu près ça. Attention, souvent ces programmes sont faits sur une longue période, donc c'est plutôt pas mal fait, mais il manque le côté vraiment adapté à ce qui se passe chaque semaine, d'accord ? Enfin, cinquième erreur, alors celle-là, je pense que c'est une des plus fréquentes, mais surtout les plus visibles, eh bien c'est de tout investir dans le matériel, d'accord ? Juste une petite étude qui a été faite il y a quelques années, qui a été reprise il n'y a pas très longtemps, que je trouve hyper intéressante. Dans les années fin des années 70, je crois, Eddy Merckx a monté le Ventoux seulement 6 minutes moins vite que le record par Pantani ou Armstrong, d'accord, qui a été fait dans les années 2000. Donc 30 ans d'écart. Il y a eu la révolution des plans d'entraînement, justement, où on arrête de s'entraîner avec des heures de selle, mais on fait vraiment des entraînements ciblés. Aujourd'hui, un cycliste pro fait entre 20 et 25 000 km par an. Avant, dans les années 70-80, il faisait 35 ou 40 000, d'accord, pour avoir un niveau. Aujourd'hui, le niveau est bien meilleur, d'accord. Et pourtant, d'accord, dans les années, là où je veux en venir, c'est que dans les années 70, quand Merckx fait ce record-là, il a un vélo qui fait plus de 10 kg en acier, donc il n'y a pas de carbone, hein, d'accord, il n'y a pas les changements automatiques, il n'y a pas les roues, etc. Il y a vraiment une évolution. Aujourd'hui, les vélos de Armstrong, quand il fait le record, il doit faire 6,5 kg, même pas 7 kg, d'accord. Et donc il y a 4 kg quasiment d'écart, et il y a 6 minutes d'écart entre les deux. Alors, leur niveau 6 minutes, c'est sûr que c'est énorme, d'accord ? On peut dire, c'est vrai, à la fin des années 70, Merckx dominait le cyclisme mondial et il se prend 6 minutes. Là, il aurait fini même pas dans les 10 premiers avec 6 minutes, c'est clair. Mais il y a quand même 30 ans d'écart et un vélo qui fait 4 kilos d'écart, d'accord ? En acier, l'autre tout en carbone. 6 minutes d'écart seulement entre ces deux champions-là. D'accord ? Et il y a eu une autre étude qui a été faite, donc je vous dis, il y a 2 ans, où on a demandé à des cyclistes pros de l'équipe, je crois, Cofidis ou AG2R, d'accord, de faire des tests sur une même ascension, avec des vélos à l'ancienne, d'accord, donc style Merckx, de 10 kg en acier, et des vélos carbone. Et bien l'écart était très faible, il était de 2-3 minutes seulement d'écart, même pas 2 minutes, je crois, d'écart pour la plupart, sur une montée sèche style Ventoux, je crois. Donc,
Euh, tout ça pour vous dire que quand on investit des milliers d'euros chaque année pour certains, d'accord, je suis désolé, mais quand on va sur les cyclosportives, 80% des mecs qui ont un vélo, et pour pas dire 90%, des mecs qui ont un vélo au-dessus de 5000 euros avec roue carbone et compagnie, ils ont une biasse autour du ventre, d'accord, et quand je dis une biasse, c'est pas une cartable, hein, c'est une bedaine, quoi, c'est du grassouille énorme. Bon, alors, ok, on se fait plaisir, si on peut se faire plaisir, il n'y a pas de problème, hein, je ne vous dis pas de ne pas vous faire plaisir avec du matériel, mais souvent, évaluer l'impact du matériel par rapport à ce que d'autres investissements. Par exemple, moi je pense qu'il vaut mieux investir dans un stage d'une semaine qui va vous coûter 600 ou 700 euros, mais qui va vous faire gagner sur toute la saison, plutôt que dans un matériel qui va vous coûter 2, 3, 400 euros, qui va vous faire du bien, je pense à un guidon, à un pédalier, etc., qui va vous faire du bien pendant 15 jours, 3 semaines, et puis après, c'est fini. Un vélo, c'est pareil, d'accord? C'est ce qu'on appelle des sources de motivation à court terme. Ça vous fait du bien pendant 1 ou 2 mois, un nouveau vélo, vous avez claqué 5 ou 6 000 euros, et puis après, il faut pédaler, quoi, d'accord? Alors qu'un stage, ou alors un entraîneur, ou de l'entraînement, c'est des choses sur lesquelles ça va vous apporter dans la durée, et souvent, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, les 2 dernières erreurs, c'est négliger l'importance de prendre du plaisir. L'erreur numéro 7, c'est ça. Surtout dans les périodes. Votre organisme, l'hiver, vous le mettez à rude épreuve parce qu'il fait froid, vous entraînez, etc. Au printemps, c'est le moment où on fait beaucoup d'entraînements fractionnés, d'entraînements intensifs, on attaque les premières compétitions, c'est très exigeant. L'été, c'est là où on fait le plus de compétitions, il y a la chaleur, etc. Le corps est soumis à rude épreuve. Donc pendant cette période-là, il faut vous accorder des moments de plaisir, de rouler juste pour plaisir, d'accord? Ça, il faut le prévoir et surtout identifier vos sources de plaisir quand vous roulez. La période d'automne, pour moi, est une période magnifique, juste à la fin des périodes de compétition jusqu'à la reprise, d'accord? Roulez pour le plaisir, identifiez ce qui vous fait du plaisir. Prenez du plaisir à commencer à mettre en place des séances que vous allez faire spécifiques d'entraînement, de fractionné, de vélocité, etc., de musculation, de renforcement musculaire, de gainage. Commencez à prendre plaisir à découvrir ces choses-là et non pas tout de suite les faire « Ah bon, alors, il faut que je fasse une séance, je vais la faire dure au maximum, j'en souffre. » Non. Toute l'année, il faut progresser, donc à chaque fois, il faut se taper un peu dedans. Mais là, cette période automnale, elle est idéale pour faire les choses juste par plaisir, juste pour découvrir le plaisir de comment je cale mon chrono pour faire du fractionné en 30-30, en 5-5, etc. Tiens, je le fais, mais là je le fais, l'intensité c'est que du plaisir. Ne négligez pas l'importance de prendre du plaisir, de rouler avec les copains, de découvrir des nouveaux parcours, ça c'est très important. Il faut tout au long de l'année des petits moments où on se recharge, et une fois dans l'année, pendant l'automne, sans faire une coupure, prendre du plaisir à simplement faire du vélo. Enfin, la dernière erreur fatale de ceux qui ne progressent pas, c'est de négliger la récupération. Donc ça, c'est un peu pour les bourreaux de travail. Je veux juste vous rappeler une chose qui est cruciale, c'est que nos qualités physiologiques et techniques, d'accord, c'est-à-dire au niveau des tendons, mais au niveau lien neuromusculaire, d'accord, nos qualités se développent pendant qu'on récupère. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à toujours rouler, tous les jours, à fatiguer votre organisme, alors des fois vous ne roulez pas, mais attention, un jour je roule, et puis le lendemain j'ai une journée de boulot stressante, d'accord? Votre organisme, il ne récupère pas, d'accord? Et donc, vos qualités physiologiques ne se développent pas, et donc vous n'avez pas l'impression de progresser, vous en faites toujours plus, vous fatiguez, vous rentrez dans une spirale de burning out, qu'on appelle de surentraînement, d'accord? Parce que je veux m'entraîner toujours plus et je ne progresse pas, alors je m'entraîne encore plus, etc., etc. Ça, c'est une erreur fatale. Et j'aimerais que vous profitiez aussi de certains moments de récupération, d'entraînement moins intensif ou de moins de compétition, à réfléchir justement aux moyens de récupération. Comment vous pouvez récupérer? Certains récupèrent mieux en buvant beaucoup. D'autres, c'est moins important. Il faut boire, mais moins important. Certains, au niveau alimentaire, c'est très important pour eux. D'autres utilisent de l'électrostimulation, des bas de contention. Au niveau du sommeil, comment vous pouvez améliorer le sommeil? C'est vraiment une source de récupération énorme, etc., etc. Identifiez vos stratégies de récupération,
Est-ce qu'il vous faut 12 heures? Est-ce qu'il vous faut 24 heures? Est-ce qu'il vous faut 48 heures? En appliquant certaines choses, en prenant des bains, en se faisant des massages, au niveau des étirements. Vous voyez que je viens de citer une dizaine de moyens de récupération qui sont vraiment une stratégie clé de ceux qui performent et des champions. Alors que ceux qui ne progressent pas négligent cette partie-là. Ne la négligez pas, d'accord? Et pensez à développer, tester, essayer vos stratégies de récupération. Voilà pour cette vidéo de la semaine. J'espère qu'elle vous aura apporté une grande valeur ajoutée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous pour me demander éventuellement de prochains sujets. N'hésitez pas à le partager à vos amis. Encore une fois, on approche les 100 fans sur Facebook. Bah, écoutez, j'aimerais bien qu'on les fasse péter avant la fin de l'année, hein, ça serait super. Donc voilà, maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et c'est à vous de jouer.